Marie, tu peux dire générique s'il te plaît et claquer des doigts? Générique. Salut, c'est Stéphane Edouard. Alors, c'est ton sociologue préféré, tout bronzé au beau milieu de l'été. Il faut que je commence à me méfier. On va me prendre ici en Italie pour un migrant si je continue. Mais je vais braver le danger et tenter d'atteindre un autre ton Pantone, encore un petit peu plus bronzé, teinté, doré, avant la fin de l'été. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2017 et nous sommes en plein milieu, alors pas seulement d'une canicule, ça vous le savez, mais d'une polémique au sein de la compagnie multinationale Google. Alors, en toute logique, dans un monde de bon sens et de hiérarchisation médiatique des priorités, par tranche, par ce qui, entre guillemets, impacte le plus la marche du monde, la polémique au sujet de Google devrait porter évidemment sur leur combine fiscale, leur ayant permis de dire un gros fuck à l'Union européenne qui tentait de les imposer sur le sol où ils exercent. C'était notamment une des promesses de Macron. Souvenez-vous, je l'avais étudié dans l'analyse du programme que j'en avais faite. Macron s'engageait à faire imposer les multinationales sur le sol où elles déploient, où elles proposent leurs services. Évidemment, il n'en est rien. Google avait fait appel d'une première sanction de 2 et quelques milliards d'euros, je crois. Et évidemment, les avocats de Google étant plus roués, étant plus sioux, étant plus malins que ceux de l'Union européenne, évidemment, Google a gagné et ne paiera encore moins d'impôts l'année prochaine que ma grand-mère, avec l'argument essentiel qu'ils n'ont pas d'opération et d'activité en France. C'est quand même bizarre, puisque le siège de YouTube, qui appartient à Google si je ne m'abuse, se trouve en plein milieu de Paris, rue d'Amsterdam ou rue de Londres, je ne sais plus. Nous sommes allés y tourner avec Léo. C'est un hôtel particulier, magnifique, d'une valeur probable de plusieurs dizaines de millions d'euros, et des locaux absolument intégralement refaits à neuf, des caméras à plusieurs milliers d'euros, du personnel, du café, des boissons à n'en plus pouvoir. Mais évidemment, Google n'a aucune activité en France, bien entendu, tout ça appartient à un consortium étranger. Là est le vrai drame, car évidemment, si on ne peut pas se rembourser de la dette sur le dos des gens qui ont l'argent, des gens qui ont les actifs, qui ont les capitaux, eh bien on va se la prendre sur le dos des gens des classes moyennes qui ont un passif et un crédit et qui peuvent verser de la TVA et de la CSG comme Bibi et également comme toi derrière ta caméra. Alors, ça c'est le vrai drame. Mais c'est pas de ça dont on parle. Quel est l'article le plus partagé aujourd'hui dans les journaux? On va aller voir par exemple ce site d'information généraliste grand public qui s'appelle RTL. C'est en position, c'est dans le top 3 des sujets les plus partagés. C'est évidemment la polémique sexiste autour d'un employé Google ayant émis une note interne visant à dire que si 70% des employés sont des hommes et 80% dans le domaine du code, ce n'est pas parce que les hommes se sont unis et ont comploté pour évincer les femmes qui rêveraient de devenir ingénieurs en informatique, c'est simplement parce que les femmes, ça ne les intéresse pas. Globalement, majoritairement, statistiquement, elles préfèrent le social, l'esthétique, la santé, la beauté. Et bref, tout ce qui est évident et que toutes les âmes sensées et que même les chercheurs en sciences sociales comme Patti Smith, je vous en ai mis aujourd'hui, pas la chanteuse, pas la musicienne, la chercheuse en sciences sociales, je vous en ai mis aujourd'hui l'extrait sur Facebook. D'ailleurs, si vous n'étiez pas encore abonné à mes pages Facebook, c'est le moment. Stéphane Edouard et Homme d'influence, les deux vous les trouvez facilement sur Facebook, où je vous mets également le lien ci-dessous. Comme disait donc la chercheuse en sciences sociales Smith, c'est difficile à dire, s'il y a moins de femmes dans les filières techniques, c'est parce que ça ne les intéresse pas. Elle disait, moi-même, je ne m'intéresserai jamais à la façon dont fonctionne une machine, comme par exemple mon lave-vaisselle, je laisse ça aux hommes. Arrêtez de vous faire chier avec ça. Bref, donc, premier drame tragicomique, la priorité médiatique donnée à une non-polémique qui est en réalité un simple constat anthropologique, qui est que les femmes s'intéressent moins à l'informatique, à la technique, à la mécanique, à la robotique en général que les hommes. Donc priorité donnée à cet épiphénomène, à cet épi-événement par rapport
à la défiscalisation honteuse dont ces grands groupes font preuve, mais également évidemment, grand ramdam, grand renfort d'associations féministes visant à punir le coupable ayant osé dire la vérité. Hein. Qui a dit la vérité, il faut l'assassiner, disait le chanteur. Alors, pour tenter de vous donner les armes, hein, vous savez, moi je suis une paire de lunettes et une trousse à outils. J'aide à décoder des situations et je vous donne des outils pour essayer d'y survivre, de mieux les vivre. Je vais vous donner 7 outils, 7 références, 7 sources de recherche en sciences sociales, vous permettant de démontrer que le combat pour l'égalité stricte, absolue, mathématique et abstraite au travail entre les hommes et les femmes est une utopie, et qu'en réalité, il ne peut y avoir dans le meilleur des cas qu'équité, et qu'évidemment, introduire de force des quotas féminins dans des secteurs où elles n'ont aucun intérêt global ne peut mener qu'à une baisse de la performance moyenne. Alors, ces 7 études, je vais les lire sans interprétation doctrinale, je vais les lire à froid et je vous donnerai systématiquement, dans la mesure du possible, l'auteur, le titre et l'année. Vous êtes prêts ? Gender in Management est un journal qui a publié en 2009 une étude dont j'extrais les 5 lignes suivantes. À la question « Les femmes font-elles de bons managers ?» D'accord ? Question posée à un groupe mixte d'hommes et de femmes. Les femmes font-elles de bons managers? Les femmes répondent majoritairement oui, mais elles ne veulent pas travailler pour un manager femme. Plus, une femme qui a connu longtemps le marché du travail, donc plus une femme a connu longtemps le marché du travail, plus elle est restée longtemps dans le monde du salariat, plus elle veut plus elle l'espère, plus elle souhaite que son supérieur soit un homme et pas une femme. Voilà. Gender in Management Journal 2009. Kim L.C. Serre, conférencière à l'université UCLA, 2011. Étude sur 60 000 personnes. Préférez-vous un supérieur hiérarchique masculin ou féminin? Je répète la question, préférez-vous un supérieur hiérarchique masculin ou féminin? Les réponses des hommes sont presque équilibrées à 50%, 50-50 entre les hommes et les femmes, avec une légère prédominance, avouons-le, pour les hommes. Les hommes préfèrent à une faible majorité ou une faible minorité, enfin, préfèrent légèrement un supérieur hiérarchique masculin, mais ils acceptent très volontiers un supérieur hiérarchique féminin a priori. Ce sont, dit Kim L.C. Serre, les femmes qui préfèrent travailler pour un homme à une écrasante majorité. Ces mêmes femmes, donc a priori on peut estimer la moitié des 60 000 interrogés, donc 30 000, ont décrit les managers féminins avec 3 récurrences de qualificatifs: émotionnelle, méchante, catty en anglais, et bitchy. Je ne vais pas vous traduire bitchy, mais je crois que ça vient de bitch, et pour le reste de la traduction, je vous la laisse chercher. Kim L.C. Serre, conférencière à UCLA, 2011, étude sur 60 000 personnes. De ces 60 000 personnes a été extrait un groupe de 142 secrétaires juridiques, donc assistantes dans des cabinets d'avocats. Pas une de ces 142 secrétaires juridiques n'a répondu préférer travailler pour un associé, partner en anglo-saxon, femme. Pas une sur 142, pas une sur 142 n'a répondu préférer travailler pour un partner féminin. Seuls 3% ont indiqué apprécier travailler pour un partner, donc pour un manager, pour un chef, pour un directeur femme. Les femmes qui reportaient, comme on dit dans les cabinets anglo-saxons, c'est-à-dire qui étaient subordonnées à un associé, un directeur femme, présentaient plus de symptômes de stress, comme par exemple des troubles du sommeil, des maux de tête, que celles qui travaillaient pour un supérieur hiérarchique masculin. La source, pardon, je vous ai dit que la source était également Kim L.C. Serre, non, c'est l'ABA Journal, ABA, qui a reçu en réponse à cette publication une pétition de lecteurs pour renier les résultats de l'étude et exiger des excuses.
excuse que le journal a décidé de publier. Robin Haley, fin des années 80, dans une étude nommée Tokenism, T-O-K-E-N-I-S-M. Il n'y a que 4% de professeurs seniors femmes dans l'enseignement supérieur en Hollande. Un courrier, où il y avait en tout cas à l'époque de l'étude. Je n'ai pas l'année exacte, vous me le pardonnerez si vous la trouvez, notez-le en commentaire. Un courrier postal leur a été adressé accompagné d'un questionnaire leur demandant de décrire leurs relations professionnelles entre collègues. Les femmes enseignantes se sont décrites aussi agressives et dominantes que les hommes, mais surtout elles ne voulaient pas collaborer avec les femmes qu'elles trouvaient unanimement, sans exception, unanimement, unsupportive, c'est-à-dire contraire à l'entraide, ne s'entraidant pas. En parlant d'entraide, Michel Duguid, D-U-G-U-I-D, professeur de management à l'université de Cornell. Michel avec 2 L-E, donc une femme. Les femmes qui se sont entraidées par le passé évitent de le faire de nouveau quand l'occasion se présente. Les femmes en position de pouvoir sont plus réticentes à recruter d'autres femmes quand elles savent que celles-ci vont rejoindre directement leur équipe. Je répète, les femmes qui se sont déjà entraidées par le passé évitent de le faire de nouveau quand l'occasion se présente. Manifestement, ça ne s'est pas très bien passé. Et en position de pouvoir, elles sont plus réticentes que les hommes à recruter d'autres femmes, quand elles savent que ces femmes vont rejoindre leur équipe. Laurie Rudman, R-U-D-M-A-N, psychosociologue à l'université de Rutgers, R-U-T-G-E-R-S. Quand des femmes franchissent le plafond de verre et osent des jugements assertifs, faire preuve d'assertivité, ce que moi je vous recommande assez souvent, les autres femmes sont les premières à les attaquer pour cela. Je le vis depuis plus d'1 an à Rome, Rome qui est de toutes les capitales européennes la seule gérée par une femme jeune de 38-39 ans. Aucune de mes amies italiennes, j'ai demandé à une dizaine de femmes ici, aucune ne la soutient et toutes la critiquent unanimement. Aucune n'éprouve de la fierté à voir une de leurs consoeurs être arrivée à un tel poste à responsabilité au sein d'un parti politique et à porter sur ses frêles épaules la pénibilité de la gestion d'une ville de 3 millions d'habitants, ou 4 millions d'habitants, ça dépend comment on compte. Dans une série d'études, la même Laurie Rudman a demandé à des groupes mixtes de choisir des partenaires pour une partie de jeu de société. Un jeu qu'on connaît peu ici, qui s'appelle le Jeopardy, qui est très populaire dans le monde anglo-saxon. Chacun pouvait choisir entre hommes, femmes, ayant ou n'ayant pas confiance en eux. Donc, vous imaginez une matrice 2 x 2, il y avait des hommes et des femmes ayant confiance ou pas confiance en eux. Hein? Hommes, femmes, confiance en eux, pas confiance en eux. Les hommes ont choisi des partenaires à égalité hommes-femmes, donc aucune préférence sexuée, mais par contre, ayant tous confiance en eux. Les femmes n'ont pas su choisir entre les femmes ayant confiance en elles et les autres. Premier résultat de l'étude. Les femmes n'ont pas su choisir entre les femmes ayant confiance en elles et les autres. Mais surtout, deuxième résultat de l'étude est presque plus impactant, plus important. Pas une seule femme n'a choisi de partenaire femme ayant confiance en elle à la place d'un homme ayant confiance. Je reformule, parmi les participantes femmes à l'expérience, entre un homme ayant confiance en lui et une femme ayant confiance en lui comme partenaire de jeu, elles ont toutes choisi un homme ayant confiance en lui. Voilà. Voilà cette expérience de psychosociologie que je vous offre à utiliser comme source chiffrée dans le débat. Le monde de l'entreprise est-il sexiste? Pourquoi pas plus de femmes ne franchissent le plafond de verre de la hiérarchie? Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de femmes managers ou partenaires dans les grands cabinets, etc., etc., etc. Vos réactions en commentaire, partagez cette vidéo, même si je me fais insulter, c'est pas grave, j'ai l'habitude, dans les groupes, pages et réseaux susceptibles de s'intéresser à ces sujets. Et Marlène, si tu nous écoutes, vous savez, vous connaissez ma nouvelle série, Les carnets de Marlène sur l'égalité homme-femme, j'aimerais également ton analyse sur la récurrence des résultats de toutes
des expériences de psychosociologie sur ce sujet, hein. Pourquoi les premières à empêcher les femmes d'accéder au pouvoir sont-elles les femmes elles-mêmes? Marlène, tu as 2 heures et je te prête même mon stylo pour y répondre.